Jeudi de midi à midi 30, Flash News était mon Insta. Un invité qui nous raconte l'appli irrésistible. Dis-moi, la question minée de théorie avec nos chroniques star. Et puis la météo de l'IA, la météo de tous nos espoirs. Dis-moi, je peux pas, j'ai IA, you, IA, you, je peux pas, j'ai IA, you, IA, you, la question minée de théorie avec notre chronique star. Oh. Et puis la météo de l'IA. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est jeudi, il est midi, c'est Je peux pas GIA après 2 semaines de trêve dû à des problèmes techniques et à mes obligations de papa. Je reviens, voilà, donc bonjour, nous sommes en direct de Lyon. On commence tout de suite avec les Flash News et en collaboration avec la communauté Ask and Solve de Elodie Hughes. C'est parti. Première Flash News, et j'ai envie de revenir d'abord sur l'événement auquel j'ai eu la chance de participer, de pouvoir contribuer le week-end dernier, le Youth Camp de Women in Tech et Femmes at Numérique. Alors, je vous partage quelques photos. Voilà, ici. Donc, vous voyez, là, c'était l'ensemble des participantes. Donc, le Youth Camp de Women in Tech et Femmes et Numérique, c'était quoi? Ces deux organisations, donc, c'en est d'un constat que j'ai aussi pu faire tout au long de ma carrière. Les équipes tech sont très majoritairement masculines. Alors oui, il y a des codeuses, mais elles ne sont pas légion. Et dans les équipes de développeurs que j'ai pu diriger, elles ne représentaient que 10% de l'effectif en moyenne. Et ce n'était pas une intention parce que je recevais très très peu de CV lorsque j'avais des vacatures. Le but de Women in Tech et de Femmes at Numérique, c'est de montrer et de prouver que les filières et carrières tech sont tout aussi accessibles aux femmes qu'aux hommes afin de rééquilibrer les équipes. Parce que aussi, les outils de demain, dont les modèles d'IA, doivent être conçus par des équipes paritaires pour en atténuer les biais et garantir un traitement équitable. C'était une expérience très enrichissante. Donc, vous voyez ici quelques images avec des lycéennes de 14 et 16 ans, bluffantes de dynamisme, de maîtrise des outils tech. Une membre de l'équipe que j'ai eu la chance de mentorer a même codé un site web en 20 minutes à l'aide de ChatGPT. Donc, c'est quand même épatant. Elle montrait aussi une maîtrise vraiment épatante des outils comme Canva, du travail collaboratif sur ces outils, comme ChatGPT, comme Perplexity pour la recherche de données. Elles ont montré une agilité, une capacité de travail collaboratif et une intelligence collective qui nous ont impressionnés. Avec un petit démarrage le vendredi et le samedi matin en douceur, elles ont vraiment pris la vitesse de croisière et elles ont terminé en fanfare avec une présentation. Je vais vous montrer un petit peu la présentation de l'équipe que j'ai, voilà, donc Neuronova 42, qui était l'équipe que j'ai eu la chance de mentorer. Et leur ambition était de détrôner ChatGPT avec un modèle meilleur, plus éthique et fiable, excusez du peu. Car elles avaient aussi conscience des biais potentiels et de la faillibilité des modèles d'IA actuels. Bravo mesdames, continuez. Et une prochaine édition de ce hackathon est prévue à Lyon. Je vous tiendrai bien entendu au courant. Ici, donc, pour le travail de Neuronova, on avait également imaginé une publicité sur Times Square à New York, excusez du peu. Voilà, et je cite donc ici Neuronova, la conclusion de leur présentation. Je ne suis pas qu'une IA, je suis une présence qui t'accompagne sans t'envahir, une technologie qui respecte, qui est claire, sans jamais remplacer l'humain. Parce que l'avenir ne se code pas seulement avec des algorithmes, mais avec conscience. Donc, un tout grand bravo à cette équipe et à toutes les équipes qui ont présenté des projets vraiment épatants. Alors, je passe à la deuxième Flash News. JobGPT. JobGPT, c'est quoi? Eh bien, c'est un outil d'IA qui postule pour les candidats et même pendant qu'ils dorment. Donc, le candidat crée son profil. Ensuite, JobGPT va sélectionner les annonces et envoyer les candidatures avec des lettres de candidature personnalisées, des emails sur mesure et pour les recruteurs et même organiser un suivi des candidatures avec une app très, très personnalisée qui est, regardez, je vais vous montrer un petit peu. Vous voyez, elle est ici donc sur l'écran. Vous voyez, à droite en haut, c'est ça l'application de suivi.
Alors, bon, d'une part, JobGPT facilite et optimise le travail fastidieux pour le candidat de personnalisation et de suivi et lui permet de postuler à plus d'annonces afin de maximiser ses chances de décrocher un job. Mais d'autre part, pour les recruteurs et les services RH, on peut s'attendre à une avalanche de candidatures qu'il faudra bien sélectionner avec des outils d'IA, parce que on va avoir des candidatures qui seront optimisées, qui seront a priori de très bonne facture, avec des modèles d'IA, et on va devoir vraiment les sélectionner, et ce sera certainement, déjà les outils de sélection sont basés sur des modèles d'IA, et on va devoir sélectionner avec ces modèles d'IA. Donc, in fine, et comme toujours, ce sera l'usage qui définira la pertinence du process. À partir du moment où les outils sont bien conçus et paramétrés de part et d'autre, donc le remplissage du profil et des préférences pour le candidat, la pertinence des outils et des critères de sélection du côté des recruteurs, le système pourra fonctionner et générer des matchs intéressants. Mais derrière, il faut mettre en place un suivi entièrement humanisé afin de valider les matchs des outils d'automatisation, sans quoi on peut se diriger vers du grand n'importe quoi avec des IA qui sélectionnent d'autres IA pour des jobs pour les humains, et ça risque de ne pas fonctionner du tout. Donc, encore une fois, de l'IA, oui, bien sûr, mais pas trop. Alors, troisième flash news, et là, un petit peu plus léger. J'affiche les commentaires entre-temps. Oui, Nathalie, ChatGPT, ça a l'air top. Mais donc, attention à l'usage qui pourrait être voilà, dangereux pour l'humanisation du process. Alors, donc la troisième flash news, plus léger, on passe sur un petit robot. Richie Mini. C'est un petit robot sympa. Donc, Hugging Face et Pollen Robotics lancent Richie Mini, le premier robot de bureau à $299 qui veut démocratiser la robotique. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo, voilà, de ce robot. Voilà. Donc, ce petit compagnon de 28 cm se monte comme un meuble Ikea et se programme en Python pour interagir avec vous grâce au modèle IA de Hugging Face. Donc, vous voyez sur la vidéo, c'est même accessible pour des enfants ou des jeunes adolescents. Voilà, c'est une alternative au robot industriel hors de prix. Désormais, votre collègue ou votre ami le plus intelligent pourrait bien être ce petit bonhomme qui bouge la tête et agite ses antennes sur votre bureau. Avec sa communauté open source, on peut partager ses comportements robotiques comme on partage des mêmes. Donc l'IA devient enfin tactile, abordable et assemblable. Reste à savoir si votre chat ou votre chien acceptera ce nouveau colocataire high-tech. Donc, il me reste aussi à remercier Elodie pour son travail remarquable sur sa newsletter et sa revue de presse. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous mets toutes les informations en commentaire. Vous vous abonnez à la newsletter. C'est gratuit, c'est tous les dimanches. Et la revue de presse, là, c'est payant. C'est vraiment pas grand-chose. Et pour avoir tous les mercredis une revue de presse hyper complète, c'est 5 € par mois. Franchement, ça vaut vachement la peine. Alors, c'est terminé pour les flash news et on va passer à une démo aujourd'hui. Et la démo Cocorico, en cette semaine de fête nationale française, on va tester Mistral. Alors Mistral dont on a beaucoup parlé, et notamment à l'occasion de Vivatech, avec cette annonce de Jensen Huang de la mise à disposition pour la France de 18 000 puces NVIDIA pour soutenir la souveraineté française, et une partie de ces puces seront dédiées à l'entraînement des outils Mistral. Voilà, je m'abreuve un petit peu. Donc, je vous ai préparé une série de prompts. Donc ici, j'ai pris un abonnement au Chat Pro qui est à 17,99 € par mois. Donc, on est moins cher que ChatGPT, un tout petit peu moins cher. Et on a, vous allez voir, parce que ici, dans le mode réflexion, qui est maintenant illimité, je n'avais droit qu'à 3 prompts ou 4 prompts par jour. Je vais vous montrer un petit peu ici ce qu'on va obtenir avec quelques prompts. Vous connaissez déjà l'histoire, je pense, de l'histoire que j'ai écrite pour ma fille à l'aide de Claude. Et donc, je vais donner exactement le même prompt ici. Invente une histoire sympa avec une princesse pour ma fille de 5 ans. Il doit y avoir des dialogues et ça doit durer entre
6 et 8 minutes. Donc, j'ai pris le mode pas réflexion pure, mais vitesse 10 fois, donc le mode pro, et on va tester directement. C'est parti. Et voilà. Donc, c'est terminé. Voilà. Donc, vous voyez, en quelques secondes, alors la vitesse d'exécution de la version Pro de Mistral est vraiment épatante. Et vous avez en fait ici une réflexion donc, pendant 3 secondes. Dans la réflexion, vous avez l'explication de ce que Mistral va faire, les personnages, le princesse Lia, le dragon amical, le magicien méchant, le cheval blanc, l'environnement et enfin l'histoire. Il était une fois dans un royaume magique, une princesse nommée Lila, etc. Voilà, éclair. Ça a l'air tout à fait... Ah non, ça c'était le résumé de l'histoire, et puis l'histoire complète. Il était une fois dans un royaume magique, une princesse nommée Lila. Elle vivait dans un beau château avec son fidèle compagnon, etc. Et donc ici, on a une histoire de belle facture. Évidemment, on a un peu une histoire complètement originale, puisque, comme on le sait, les intelligences artificielles se basent sur les données, donc les connaissances auxquelles elles ont accès. Mais là, franchement, on est vraiment pas loin. Évidemment, le test ultime sera de raconter cette histoire à ma fille. Eh bien, je le ferai, je m'engage à le faire et à vous tenir au courant. Ce sera au mois d'août. Mais on a quelque chose de très semblable à ce qu'on obtenait avec Claude. Et pour rappel, pour information, ma fille me réclame toujours cette histoire de la princesse et la petite étoile qui avait été générée par Claude. Alors, on passe sur un autre défi pour Claude, et je vais revenir sur une application professionnelle. Ici, je vais aller chercher un dossier, un fichier sur mon ordinateur avec une retranscription lexi d'une conversation que j'ai eue pour un de mes clients, et je lui demande de préparer le programme de l'intervention pour ce client. C'est parti. Voilà. Et la première petite surprise, je suis désolé, mais je n'ai pas accès au contenu de votre réunion de préparation. On va essayer de désactiver le mode réflexion et de relancer le même chat, puisque le mode réflexion, en fait, ne donne pas accès aux outils. On reprend le même fichier. Voilà, avec le même prompt. C'est parti. Et on redemande. Et là, par contre, on a quelque chose qui fonctionne. Alors, j'essaie d'afficher vos commentaires et je n'y arrive pas. Ça, c'est un petit peu dommage. Voilà, donc ici, Claude a bien... voilà, d'accord, parfait. Il a bien lu. On va vérifier si... ça correspond bien à ce que j'ai proposé. Non, pas du tout. C'est un détail de prestations et services. Donc là, c'est pas bon du tout. Il n'a pas accédé au fichier. Donc, on va recommencer. On va réactiver le mode réflexion et je vais utiliser une petite astuce. Je vais lui donner le contenu. Hop, on recommence. Hop, on passe à la ligne. Et je vais lui copier ci-dessous le contenu de l'entretien. Voilà, je vais aller le chercher dans le fichier. Hop. Voilà. C'est parti maintenant, et on voit que Claude travaille à nouveau très très vite, et cette fois-ci, est-ce qu'on va avoir quelque chose de pertinent? Complètement, donc ici on a un programme qui est à nouveau correct. Donc présentation de l'intervenant, des objectifs de la session, démystification de l'IA, explication des modèles de probabilité, tokenisation, espace multidimensionnel, hallucination, importance du RGPD, présentation de cas concrets,
vision prospective de l'IA et interaction avec le public pour répondre à les questions et préoccupations. Et le cas d'usage proposé sont bien corrects. Et donc là, Claude a très rapidement pu, avec ce détournement, donc là, une petite déception quand même parce que Claude n'est pas capable d'aller lire des documents contrairement à Claude et à ChatGPT. Mais derrière, si on trouve la solution pour contourner cette limitation, on a une réponse qui est extrêmement rapide et tout à fait pertinente. Alors, le prochain défi pour Claude va être un défi plus juridique. C'est parti avec un prompt que j'ai aussi posé auparavant à Claude. Écrit un article sur l'obligation ou non de s'inscrire à la SACEM pour un auteur-compositeur français, public cible professionnel du droit, longueur 3 pages, style académique. Et bien là, on va lui demander de réfléchir en mode réflexion pure et c'est parti. Structure de l'article pour commencer. Et voilà, on a maintenant l'article qui est terminé. Donc, une nouvelle fois, avec des références ici, 3 références qui sont certainement pertinentes. Donc ça, pour les juristes d'entre vous, vous pourrez les vérifier. Et on a un article qui est tout à fait pertinent, qui est voilà, pour et contre. Donc effectivement, donc, il n'y a pas d'obligation, c'est bien juste. Cadre juridique, ce n'est pas obligatoire, mais il existe des avantages. Voilà, rôle et mission de la SACEM. Donc c'est tout à fait pertinent et on a ici, si on déroule ici la réflexion, on a la structure, voilà, la recherche d'informations, l'introduction, etc. Donc voilà, ici on a des réponses qui sont extrêmement rapides, ça c'est très impressionnant, et qui sont pertinentes. Alors pour information, Claude était allé avec le mot Deep Research qui n'existe pas pour le moment sur Mistral, était allé chercher parmi 314 sources, donc une réflexion beaucoup plus approfondie, plus longue aussi. Là, je dirais, pour des informations hyper rapides, Mistral se trouve vraiment hyper pertinent. Ici, prochain défi pour Claude, et on va parler LinkedIn. Un nouveau chat, ici. Voilà. Génère un fichier CSV pour un carousel LinkedIn à partir de l'article dont le lien se trouve ci-dessous. L'objectif est de battre en brèche les communications de ces dernières semaines, mettant en avant l'idée que ChatGPT nous rend idiots en analysant l'étude de manière scientifique. Donc, je donne la structure, voilà, et quelques instructions, et le lien de l'article. Et c'est parti. Voilà. Et c'est fait. Donc, on a ici, si on prend la réflexion qui a duré 5 secondes, on voit tout ce que Mistral a effectué pendant ces 5 secondes. Et donc, Mistral a commencé par comprendre le contenu, structurer le carrousel, page 1, page 2, page 3, page 4, page 5, et a créé le fichier CSV, voilà, ajouter les emojis, vérification, ajustement, voilà, très bien, finalisation. Et alors ici, ben, on va copier tout ceci dans un fichier texte qu'on va sauver avec une extension CSV, voilà. Voilà, on l'a en Markdown même pour le rendre plus visible. Parfait, et voilà le CSV pour le carousel LinkedIn. Et maintenant, on va pouvoir utiliser ce CSV comme je vous l'avais montré dans Canva pour générer automatiquement le carousel. Donc là, à nouveau, extrêmement rapide et hyper pertinent. Là, on est très très bien du côté de Claude. Voilà, alors je vais réduire un petit peu le bandeau. On me demande de le réduire parce qu'il masque un petit peu le texte. Et voilà qui est fait. Alors, encore un petit défi pour Claude. Si vous en avez à me proposer, n'hésitez pas. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous souhaitez que je teste avec Claude. Sinon, ici, hop, on va partir avec... Là, je sais que je vais devoir désactiver le mode réflexion parce que l'outil n'existe pas pour aller chercher donc une image. Vous allez voir, c'est une image de livre et je vais demander à Mistral de me générer une bibliographie de ces ouvrages, ce que j'ai déjà testé avec ChatGPT et avec Claude qui était extrêmement pertinent sur le sujet. Et voici, c'est fini.
Donc, vous voyez, à nouveau, très impressionnant par la rapidité. Alors, je vous avoue que la version Pro est beaucoup plus rapide que la version gratuite sur ces sujets-là. Donc, vous voyez ici, voilà, voici une bibliographie des ouvrages visibles sur l'image, le leadership. Voilà, on est hyper pertinent, c'est très bien, et ça permet, bon, après, on n'a pas les éditeurs, etc., mais on a quand même une base qui est hyper pertinente, et vous avez vu en combien, là, on n'a pas les, vous avez vu que comme c'était rapide, c'est quasiment instantané. Donc, au niveau rapidité, Mistral, vraiment bluffant. Et enfin, je vais, dernier défi, à moins que vous n'ayez quelque chose à me proposer. Et là, on va partir sur de l'image. Et je vais reprendre, et vous allez voir que ce n'est pas anodin, je vais reprendre en fait, ici en prompt, que j'ai utilisé pour l'image de fond que vous voyez, que vous avez pu voir en début d'émission. Donc on est sur le même prompt. Voilà, donc la génération de l'image. Et voilà cette image. Et donc vous voyez, alors c'est extrêmement similaire. Regardez, je vais vous la remontrer. Hasard, parce que derrière, le moteur de génération d'images de Mistral est en fait alimenté par Flux Pro, qui est le modèle que moi j'utilise via Flipic. Et donc, on a quelque chose de très similaire. C'est hyper pertinent, c'est qualitatif, c'est vraiment voilà, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on cherche dans ce style d'image. Donc, on a le fait d'avoir intégré, d'être sur un modèle open source qui peut intégrer d'autres modèles, apporte cet avantage à Mistral de pouvoir être pertinent sur cette phase, sur cette dimension également. Oui, alors Nathalie nous dit qu'elle est impressionnée par la vitesse. Ben, moi aussi, effectivement, c'est hyper bluffant au niveau vitesse. Au niveau pertinence et complétion des réponses, on va un peu plus loin avec Claude Pro, Claude Max en tout cas. Claude Pro est plus cher, mais Claude Max avec la réflexion avancée, enfin réflexion. Je vous rappelle, hein, quand on parle de réflexion dans le cadre d'une IA, c'est une image de l'esprit, parce qu'une IA ne fait que calculer, elle ne réfléchit pas, elle ne pense pas. Hein. Quand vous voyez que vous avez ChatGPT ou un autre qui vous dit thinking ou en train de penser, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça se passe. Ici, quand Mistral vous dit réflexion, donc pendant 5 secondes, c'est pas réfléchi pendant 2 secondes, mais en fait, il a calculé. Et c'est vrai que c'est hyper bluffant, hyper épatant d'avoir. C'est aussi dû d'avoir une vitesse aussi impactante. Maintenant, c'est aussi dû aussi au modèle qui est multi-expert en fait de Mistral. Donc, je vous avais déjà expliqué ça. Mistral, en fait, vous avez une couche logicielle. Lorsque vous donnez un prompt, vous posez une problématique, une question à Mistral, vous avez en fait une couche logicielle qui va sélectionner 2 ou 3 experts parmi 8 experts. Donc, Mistral fonctionne en mode multi-expert, qui va en fait sélectionner les meilleurs modèles. Ce sont des plus petits modèles qui sont entraînés avec des données spécifiques, avec des tâches bien spécifiques, et qui vont derrière collaborer pour vous donner la réponse la plus pertinente à votre question. L'avantage, c'est la vitesse, puisqu'on fait intervenir un modèle ou des modèles qui sont plus petits que le modèle complet, et puis également en termes de consommation, puisqu'on va consommer moins, et ça, c'est quand même ça va devenir de plus en plus important à l'avenir. Pour le moment, les consommations de l'IA restent quand même relativement faibles au niveau de l'économie mondiale, donc on est de l'ordre de 1 à 2%. On est en deçà de Netflix ou d'autres sites pour adultes notamment, ou du transport, etc. Mais c'est vrai qu'avec la généralisation des solutions et le gigantisme des solutions qui sont prévues par des gens comme Sam Altman, comme Elon Musk, on peut s'interroger aussi sur la consommation future. Donc le fait de trouver des solutions qui soient alternatives, qui soient moins consommatrices comme celle de Mistral, sont intéressantes pour l'avenir, d'autant plus qu'on est ici sur une souveraineté des données. Les données ne fuient pas vers des modèles ou vers des territoires qui ne sont pas forcément contrôlés par le RGPD ou par la réglementation européenne. Donc, il y a d'une part, en fait, la performance pure de l'outil,
Donc ici, pour Mistral, au niveau vitesse, on est hyper pertinent. Au niveau de la pertinence des réponses, elles sont bonnes, elles ne sont pas aussi complètes que pour ChatGPT ou Claude. Il y a quelques fonctionnalités qui manquent encore, mais qui vont arriver, ça c'est certain. Vous voyez qu'ici, il y a pas mal de fonctionnalités qui sont en bêta, les agents, les bibliothèques, les connexions. On peut déjà créer des environnements propres. On peut aussi, ça c'est un gros avantage de Mistral, c'est que Mistral va être très facilement déployable en interne avec des modèles qui sont relativement légers. Donc il est possible de faire tourner une version de Mistral sur un laptop standard, alors avec une puce quand même assez performante et assez de puissance, mais sur un laptop dans les 1500 à 2000 euros, on peut faire tourner un Mistral. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et derrière, avec une possibilité de personnaliser, de le faire tourner aussi sur un circuit fermé, donc sans connexion avec l'extérieur pour les entreprises qui souhaitent sécuriser complètement leurs données. Voilà, donc si vous n'avez pas de suggestions pour moi pour tester donner d'autres défis à Mistral, on va passer à la question de la semaine. Et la question de la semaine, on reste dans le même domaine. Puisque la question que je vais vous poser lundi, c'était quoi? C'était, eh bien, quelle est l'IA qui vous... Je vous dis voilà, le vote. Alors, je l'ai ouvert tout à l'heure. Je pense qu'il est... On va le mettre à jour. Et je vous demandais quelle était l'IA que vous utilisiez en priorité. Et vous avez répondu en très grande majorité, et ce n'est pas une surprise. Voilà, il reste 1 minute au vote. Donc, on va dire qu'on est terminé, que c'est terminé. ChatGPT à l'écrasante majorité de 78%, 8% pour Claude, 9% pour Gemini et 4% pour Mistral. Donc, quand même, Mistral, c'est pas rien du tout. Là, je n'ai pas demandé quel était le modèle d'IA, quels sont les modèles, mais quel est le modèle d'IA qui vous utilisez le plus. Et donc, on voit quand même une petite percée de Mistral, du chat. Et gageons que d'ici, après le visionnage de cette vidéo, peut-être que la part de marché de Mistral va augmenter. En tout cas, on voit une écrasante majorité à ChatGPT, ce qui peut poser des questions aussi à l'avenir de souveraineté, parce qu'on a ici ChatGPT, Claude et Gemini qui sont 3 modèles américains et qui centralisent 96% des usages. Alors, je n'ai pas mis DeepSeek, je n'ai pas mis d'autres modèles parce que là, j'ai voulu vraiment concentrer sur les modèles les plus courants. Je n'ai pas mis Perplexity non plus, mais qui est américain également, ni Llama. Mais ça donne bien une image en fait de l'utilisation. Je pense que c'est clair ici et en Europe occidentale, en France en tout cas, ChatGPT est très clairement un leader. Il faut s'interroger sur les biais possibles de ChatGPT, les biais à la fois d'intention et de données, puisque ChatGPT, je le rappelle, est alimenté avec 80 à 85% de données anglo-saxonnes, donc forcément il y a un biais inhérent aux données du modèle, et puis il y a les biais d'intention. On l'a vu avec Grok de Elon Musk, il y a possibilité pour les développeurs ou les dirigeants de ces entreprises de donner des comportements, d'imposer des comportements à leur modèle d'IA. Alors, on n'y est pas encore, en tout cas, ça ne se sent pas, mais je vous invite encore à relire une nouvelle fois Technopolitique d'Asma Mala pour comprendre aussi les enjeux qui se jouent et donc l'intérêt de considérer Mistral pour votre usage à la fois professionnel et personnel. Bon, le temps file, je vais rapidement passer à la rubrique suivante. Alors, c'est une petite... une petite réponse en fait à des questions que j'ai souvent. Alors, mais qu'est-ce que tu fais c'est qui le boss et qu'est-ce que tu fais comme intervention? Donc, rapidement, pour caler un petit peu qui je suis réellement, moi, j'étais un geek. Je vais vous montrer un petit peu sur quelle machine j'ai commencé à coder. Vous allez être, je pense, impressionné parce que c'est pas un ordinateur, c'était une calculatrice scientifique, la HP 41CX, où on pouvait interchanger le cache du clavier. Il y avait un petit lecteur de microdrive que vous voyez, enfin microdrive non, de bande magnétique, des mémoires extensibles également que vous pouvez rajouter. Et j'avais 9 lignes de code sur cette calculatrice. Donc après, j'ai eu mon premier ordi à 16 ans, j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai fait un modèle éco-hydrodynamique du golfe du Lion qui était assez poussé. J'ai par 2 fois fait exploser les capacités de calcul du département. J'ai ensuite fait une carrière dans la tech et dans la direction d'entreprise. Entre-temps, j'ai fait un billet en stratégie d'entreprise.
et je travaille sur des modèles d'IA depuis une dizaine d'années. Et aujourd'hui, j'accompagne en fait les directions d'entreprise sur une bonne compréhension de l'impact des technologies d'IA sur leur industrie et sur leur stratégie et sur l'intégration des outils d'IA dans leur processus. Et je suis particulièrement à l'aise dans les codir pour leur expliquer, montrer un petit peu comment l'IA va impacter leur stratégie dans les années à venir. J'analyse aussi avec eux leurs points de douleur dans chacun des départements et je les aide à mettre en face des solutions pertinentes, pérennes, sécurisées. Je travaille pour cela avec une équipe d'experts et de spécialistes que je fais intervenir, qui sont aussi comme moi indépendants et que je fais intervenir en fonction des besoins de chacune des entreprises. Et je fais également des conférences, et ça j'adore, des conférences pour les clubs d'affaires, pour des écoles, pour les entreprises également dans leurs séminaires. Ça, c'est une des activités que je préfère et sur laquelle j'ai le plus d'impact. Voilà, alors, dernière rubrique, la météo des IA. La météo des IA, aujourd'hui, c'est quoi le chiffre du jour? C'est 58%, et c'est le paradoxe français qui se confirme. 58% des dirigeants de PME et ETI considèrent l'IA comme une question de survie d'ici 3 à 5 ans, mais seulement 43% ont défini une stratégie concrète. Un écart qui révèle une prise de conscience forte, mais une exécution encore hésitante. Et côté adoption, les chiffres restent modestes. 26% utilisent l'IA générative, 16% l'IA classique non générative, et seuls 10% maîtrisent les deux. Le taux global d'adoption plafonne à 13%, loin de l'objectif gouvernemental de 80% d'ici 2030. Alors, le plan OSEIA, dont vous avez peut-être entendu parler récemment, débloque 200 millions d'euros d'aide pour accélérer la transformation. C'est un signal fort pour combler le fossé entre urgence perçue et l'action concrète. Mais ces aides seront-elles bien utilisées? Eh bien, ça, c'est l'histoire qui nous le dira. Les dirigeants des PME françaises ont bien compris l'enjeu, mais ils peinent encore à franchir le pas. L'année 2025 risque d'être décisive pour passer de la conviction à l'action. Je n'ai dépassé le timing que d'1 minute, voilà. Donc, il me reste à vous remercier toutes et tous. Je remercie encore une fois Elodie Hughes pour la collaboration fructueuse sur sa newsletter et sur sa revue de presse pour les Flash News. Je vous dis à bientôt. On se retrouve jeudi prochain et ce sera pour la dernière avant la pause estivale pour vous retrouver sur septembre, sur fin août ou début septembre. Ça, je vous tiendrai au courant via les réseaux pour de nouvelles aventures de Je peux pas GIA. Sur ce, salut les boss, bon appétit. Je peux pas GIA, you, EA, you, je peux pas GIA, you, EA, you, la question.